bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. La France de la meilleure pivot mondiale, Sarah Bouktit, de Lucie Granier, de Léna Granvaux et de Suzanne Vajoka est en bronze. L'Allemagne de Xenia Smits est en argent et nous allons vous proposer une émission en or. Ouais, ok, le lancement est incroyable, vous savez, la plume est présente. Aujourd'hui, on va vivre 50 minutes un peu spéciales, les dernières de l'année 2025 dans Dragon Mag. Et elles vont se dérouler en bonne compagnie. J'ai le plaisir d'accueillir le coach qui fête ses 10 ans à la tête de l'équipe de Metz Handball, c'est Emmanuel Malinade. Bienvenue Manu. Merci. À tes côtés, on a une ribambelle de chroniqueurs qui vont animer cette émission avec moi, à commencer par Thibaut Pigeon, qui lui aussi fête ses 10 ans à Metz Handball. Salut Thibaut. Salut Mathieu, salut à tous. Désolé, j'ai pas ramené le gâteau, joyeux anniversaire, tout ça. On y pensera plus tard, hors antenne. Tu veux pardonner. Hors antenne. Et en face, on a un joli duo. On a Arthur Carmier de l'Ami Sport. Arthur, bienvenue. Merci. J'allais te dire bienvenue aussi, bienvenue chez toi, mon cher. Je tends des pièges. Je tends des pièges aujourd'hui, je tends des pièges. Et à tes côtés, c'est Maxime de Handmetz. Comment ça va, Maxime ? Ça va super bien, on est super bien accompagnés aujourd'hui. Ouais, on s'est dit qu'on allait faire une grande émission pour la dernière de l'année, faire plaisir à tout le monde. Et c'est le projet. Et pour commencer une belle émission, ça commence par l'actu. Et l'actu cette semaine, elle se concentre comme souvent en ce moment sur le Sarrebourg-Moselle Sud Handball qui est toujours en action en Pro League. Les Yellow Fox se déplaçaient sur le terrain de Frontignan avec la volonté de retrouver la victoire. En avance à quelques minutes de la fin, les hommes d'Ibrahim Adieu se sont finalement fait reprendre et dépasser au plus mauvais moment pour une défaite 23-25. Une mauvaise opération au classement, mais il reste une opportunité de briller avant la fin de l'année. C'est ce samedi à 18h au complexe Coubertin de Sarrebourg. On espère pour eux qu'ils vont bien terminer, histoire de terminer avec le sourire cette période de Pro League, parce que la reprise, elle est tard en Pro League, elle reprend en février, donc il va falloir vivre avec les défaites, sinon donc, une petite victoire et tout le monde sera content pour Noël. Je vous propose qu'on se remette un petit peu de baume au cœur et on passe immédiatement avec l'actu des réseaux, c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'on a sur cette liste-ci ? Une victoire au Final Four, la prolongation de Xenia Smits, une statue au centre-ville de Metz pour Sarah Bouktit. C'est bien là la liste des supporters de Metz Handball, ça. Je les connais tous, je les vois sur les réseaux. Et cette semaine, beaucoup de résidus du mondial IHF, à commencer par cette belle brochette de médailles et de bronze. Et surtout, ce duo, tiens, des années qu'elles se suivent ces deux-là. Bravo. D'ailleurs au mondial, il y a eu des pancartes qu'on a dû lire 2-3 fois avant de comprendre. Point de bonus pour l'initiative. Pendant que ça charbonne, devinez qui se la coule douce ? Alison Pinault, pardi. Alors, ça chasse la poudreuse ? On refait un détour sur les célébrations du mondial ? Allez, ça se met bien chez les Bleus, comme toujours. Pendant ce temps-là, ambiance plus sage en Allemagne avec Xenia Smits, qui ne quitte plus sa médaille d'argent pour autant. C'est la dernière de la saison, on est obligé de vous partager une séquence du centre de formation à l'entraînement. 8h25, Nina Courtois ne lâche rien. Et vous savez qui a gagné une récompense pas du tout mondiale, mais qui fait quand même plaisir ? C'est Manon Erard, de passage dans ses Ardennes d'origine, elle a été nommée sportive ardennaise de l'année. Elle s'en sort bien, après elle c'était des producteurs de pâté. Bon, fallait pas intervertir. Et je veux bien goûter par contre. Michel Collin, un Pinthérambo inventé qui a la particularité de contenir 20% de foie gras. Ah oui, non, confirme. C'est tout pour cette semaine et pour cette année. J'espère que vous avez été sages, je commence la distribution. Plein de pots de résine. Oh, c'est une liste de la petite Katia Andriouchina, ça. Manu, c'est quoi ton rapport au réseau ? Je sais qu'il y a des moments où tu es un peu plus actif que d'autres. Hors saison, il y avait une petite DA préparation physique où on te voyait aller courir à droite, à gauche. Mais en saison, j'ai l'impression que c'est plus calme. Ouais, non, je fais pas grand-chose. Je reposte quand je suis tagué assez régulièrement et je l'anime pas assez. Des fois, je me dis, bon, allez, on essaie de relancer un tout petit peu et puis j'ai pas le sentiment en fait que ça intéresse grand monde. Et donc, je laisse et je repousse un tout petit peu, mais voilà, je m'y remettrai un tout petit peu plus tard peut-être. Alors je lance un grand sujet qu'on va traiter en quelques secondes, mais justement cet été, au moment de la préparation, etc., tu avais partagé des images liées à une enquête de France Football, il me semble, sur la santé mentale des coachs. C'est un truc qui t'avait particulièrement parlé, ce sujet de la santé mentale des coachs. C'est vrai qu'on n'en parle absolument jamais. On n'en parle absolument jamais. Depuis quelques années, alors c'est parfois, et je suis désolé de le dire, un discours qui peut m'énerver, la santé mentale des joueurs et des joueuses. Je le comprends sans aucun problème. Sauf qu'effectivement, c'était des choses dont on parlait pas ou très peu en amont, dont il faut se préoccuper. Mais des fois, je me bagarre contre le fait de dire « Ok, je suis en train de vivre un burn-out ». Non, t'es fatigué. Donc, voilà, des fois, il y a des conclusions qui sont tirées qui me semblent parfois un petit peu trop hâtives.
Et c'est pareil pour les entraîneurs. Je me rappelle une fois avoir eu une discussion avec une joueuse, ça remonte à un moment. Le ton montait un tout petit peu, elle m'a dit tu sais pas comment c'est dur d'être une joueuse de handball. Et je lui avais dit mais tu crois quoi de nous? Elle m'avait dit vous c'est facile. Mais pourquoi c'est facile quoi? Quand tu as fini l'entraînement et que tu rentres à la maison, moi je reprépare la séance, je fais de la vidéo, j'ai là aussi la pression du résultat, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, dont on ne parle pas assez. Donc je pense que c'est aussi un sujet sur lequel il faudrait parfois approfondir l'expertise sur ok mais est-ce que les entraîneurs souffrent? Si oui, lesquels? Quand ça gagne, quand ça perd, dans la préparation du match, en amont, après, etc. Donc voilà, c'est des choses, je pense aussi, sur lesquelles il faudrait se pencher. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est plus simple pour les autres, mais finalement tout le monde est un petit peu concerné. Bien sûr, exactement. Tout le monde, joueurs, joueuses, entraîneurs, entraîneuses, tous sont concernés effectivement par la pression du résultat, par les obligations. Je veux dire, quand les joueuses parfois pourraient dire ils m'ont mis sur le terrain très très vite, mais il y a une raison pour laquelle potentiellement l'entraîneur a aussi eu cette faiblesse-là, peut-être, c'est qu'il a peut-être une pression. Ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, je ne pense pas pousser les gens blessés sur le terrain. Moi, je le dis assez souvent. La joueuse qui est blessée, et si elle ne peut pas nous apporter, qu'elle considère qu'elle ne peut pas nous apporter, elle ne vient pas sur le terrain et puis c'est réglé. On tâchera de gagner sans elle, comme on l'a toujours fait. Donc, je ne fais pas partie, je pense, aujourd'hui de la catégorie des entraîneurs. J'ai pu l'être. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Mais voilà, il y a des entraîneurs aussi qui, parfois, peut-être adoptent cette posture-là parce qu'ils ont une pression du résultat et une pression énorme autour qui fait qu'il y a des choix qui sont peut-être orientés par tout ça. Je pense que c'est aussi un sujet de préoccupation, oui. Alors forcément, je l'ai dit, j'ouvre un grand sujet qu'on traite en quelques secondes, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler très 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 longtemps de ce sujet-là. Mais l'actualité nous attend, parce que l'actualité, c'était aussi les dédicaces de Metz Handball en marge d'une ouverture de la boutique aux arènes. C'était ce mercredi après-midi, en présence de Sabrina Novotná et Tyra Axner, fraîchement revenus du mondial et en pleine forme, a priori. Et quitte à être là-bas, j'en ai profité pour tendre le micro à quelques supporters et aux joueuses qui étaient dans le coin pour recueillir leurs impressions sur toi, Manu, sur tes 10 ans à la tête de l'équipe. Il n'y a forcément que du négatif, on regarde ça. Manu, 10 ans à Metz, 10 ans de bonheur et 10 ans de confiance également. J'espère que ça va durer. Personnellement, je suis née en tant que supportrice depuis qu'il est arrivé, puisque ma venue à Metz Handball coïncide avec sa venue à lui. Donc j'espère re-signer pour 10 ans de plus avec lui. Manu à Metz, c'est 10 ans d'efficacité, 10 ans de titre et 10 ans de pur bonheur. Alors Manu Mayonnatte, 10 ans à Metz Handball, pour moi ça représente avant tout la persévérance. Quand on voit les 4 fois au Final Four, à chaque fois la folle envie de revenir. Et puis tout le monde s'attend au résultat tant escompté, à savoir la victoire. Et donc Manu, il me fait penser à ça, à cette persévérance, à aller au Final Four, à toujours vouloir faire mieux et à pousser les filles toujours jusqu'au bout. Pour nous, en tant que supporters, 10 ans c'est long. Et Manu, malgré qu'il ne signe que tous les ans, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'obtenir le Graal à un moment donné pour Metz Handball. What can you tell me about him in one word or one sentence? He's great tactic. Same question. I would say that he's very handball smart. Alors on a deux manières d'aborder les choses. Je leur avais proposé en un mot ou en une phrase. Pour les joueuses, c'est très simple. Mayonnatte, c'est un très bon tacticien. Et pour les supporters, des plus grands discours sur le fait qu'il faudrait signer plus longtemps. Et on espère toujours aller jusqu'au bout avec toi. Manu, qu'est-ce que tu tires de ces déclarations? C'est un panel, on va dire, représentatif de ce que peuvent dire les supporters. Ça on n'en sait rien. J'ai attrapé ceux que j'ai trouvés, moi. Ouais, ok, bon, ça marche alors. Enfin, les joueuses, en tout cas, elles étaient là et elles n'avaient pas le choix. Pour les supporters, je sais trop quoi vous dire. Je suis très, très reconnaissant, effectivement, d'avoir la chance de vivre ça avec eux. Ils font partie de ma volonté à chaque fois de poursuivre et de continuer l'aventure. Je me sens bien, je me sens en confiance. Et c'est ce que j'aime à répéter tout le temps. Je ne reste pas ici parce que je peux faire ce que je veux, pas du tout. Avec le président, on a des énormes points d'accroche réels sur lesquels l'un et l'autre, on est capable de passer outre très très vite, quoi. On s'accroche, puis la fois d'après, on repart sur des bases assez sereines. Sur le recrutement, parfois, par exemple, j'aimerais cette joueuse-là, mais c'est un peu cher, donc on prend celle-là. Sur des placements, j'aurais préféré faire ça, etc. Donc c'est des choses que le président régule à merveille. Donc on n'est pas tout le temps d'accord et je ne fais pas tout le temps ce que je veux. Mais j'aime cette contradiction-là. Réellement, elle me permet aussi d'avancer, de me remettre dans le contexte Metz Handball, dans celui que j'ai choisi, finalement, aussi. Et les supporters, oui, ils font partie de ils sont l'une des raisons, à chaque fois, pour lesquelles je reste et que je prolonge l'aventure, parce que
L'histoire d'amour, elle est plutôt belle, agréable. Il y a eu des coups durs dans lesquels je me suis, je crois, toujours senti soutenu aussi, même si, en fonction des défaites et des contextes de défaites, je me suis entendu dire des choses, mais voilà, c'est pas non plus trop grave. Mais voilà, je suis très content de vivre ça avec eux. Et pour les 2 joueuses, alors c'était pas les plus anciennes à Metz, puisque Sabrina vient à peine d'arriver. Mais c'est pas celles qui ont le plus de vécu au Nord. Exactement, mais en tout cas, voilà, que Sabrina puisse penser à ça directement, c'est agréable. Bon, je l'imagine pas à ce moment-là dire un mot négatif. Oui, forcément, ce serait mais délicat. en tout cas, voilà, c'est toujours agréable, bien évidemment, de se l'entendre dire. C'est le moment où je mets mes chroniqueurs un peu sur le feu, là, Emmanuel Mayonnaise en amont. Et en plus, vous devez le dire devant lui, donc qui veut démarrer? Qui a une idée? Persévérance, c'est vrai que c'est un mot qui est revenu parmi les discours des supporters, mais je pense que ça lui correspond bien de toujours. Je fais plus qu'un mot, malheureusement. On n'attendait pas moins de toi, Arthur. Et de toujours, faire en sorte que cette équipe aille le plus haut possible, en tirer vraiment la quintessence, c'est une forme de persévérance, oui. Maxime? L'ascendance, le fait que depuis qu'il est arrivé, c'est une pente ascendante avec mes handball, avec le nombre de victoires qui augmente de plus en plus chaque année. Voilà, je reconnais le statisticien, il a pris son petit Excel, il a regardé le nombre de victoires chaque année, il sait que ça monte à chaque fois, c'est vrai. Thibaut? Moi, je dirais le GOAT. Tout simplement, le fait qu'il arrive toujours 10 ans, chaque saison, avec un effectif la plupart du temps remodelé, tout à reconstruire, à avoir toujours les résultats, je pense que ce n'est pas à la portée de n'importe quel entraîneur, donc on peut être très content, très fier de l'avoir à Metz. Alors pour les non-anglophones, un GOAT, c'est Greatest of All Time, donc le meilleur de tous les temps. Ce qui n'est pas rien finalement comme qualificatif. Je ne vais pas te demander de rebondir là-dessus, Manu, attention. Je vous propose qu'on bascule tout de suite, on sort de l'actu et on va basculer sur le récap du mondial. Je sais que vous en mourrez d'envie. Et ça ne vous a pas échappé, le mondial IHF a livré ses dernières émotions. C'était dimanche, la France, éliminée par l'Allemagne en demi-finale, a dû plonger dans ses réserves jusqu'en prolongation pour décrocher la revanche et la médaille de bronze face aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin de compétition, Arthur? Il a fallu aller la chercher loin, cette médaille. Oui, il a fallu aller la chercher. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je ne sais pas trop quoi en penser de cette équipe de France. Alors certes, il y avait beaucoup d'absences. Je crois plus de 700 sélections en cumulé en comptant des joueuses à l'expérience majeure. Il a fallu se renouveler. Hein. Ouais, le fait de faire une médaille, c'est dans l'absolu une réussite. On parlera de Sarah Bouktit tout à l'heure. Son mondial, c'est une belle réussite. Mais je reste quand même sur ma faim. Alors c'est bien d'avoir battu les Pays-Bas pour la 3e place, mais le revers face à cette même équipe en poule me pose question. La demi-finale, surtout perdue contre l'Allemagne, me pose question. Sur le papier, l'Allemagne n'est pas une équipe foncièrement supérieure à cette équipe de France-là, malgré les absences. Je ne sais pas. Je reste encore un petit peu sur ma faim par rapport à cette équipe de France de Sébastien Gardillon, qui a quand même. On va peut-être en dire un mot, mais l'Allemagne a quand même mis en difficulté la Norvège, ce qui donne quand même une certaine idée du niveau global. Justement, Manu, cette petite finale France-Pays-Bas, ça a dû te parler un petit peu, parce que des deux côtés, il y a des joueuses que tu connais bien. La dernière danse de certaines joueuses que tu avais eues aussi sous ta responsabilité aux Pays-Bas, ça représente quelque chose? Oui, c'est sûr. C'était un match intense. Hein. Tout le monde aurait pu le perdre avant les prolongations. La France a été devant et puis les Pays-Bas sont revenus. Et les Pays-Bas, à quelques minutes de la fin, étaient à +2, je crois, un quart d'heure de la fin à peu près. Donc ça aurait pu basculer d'un côté et ou de l'autre, même si les prolongations sont clairement en faveur de la France. Oui, beaucoup d'émotions pour moi. Je ne suis pas sur le banc, etc. Mais j'en parle assez régulièrement. Les Pays-Bas ont énormément compté pour moi en tant qu'entraîneur. Et puis en tant que com et que personne aussi, dans la façon de concevoir plein de choses, avec une philosophie de vie différente. Et j'ai eu beaucoup de tendresse pour Louis Abing, et puis encore plus pour Savannah Pollmann, je crois, qui m'a toujours très bien accompagné et qui m'a énormément apporté. Je le dis assez régulièrement, mais quand on est champion du monde, Abing est meilleure buteuse et Pollmann est MVP de la compétition. Donc voilà, elles ont énormément compté, et j'ai même pris plaisir à participer à leur petite fête de fin de compétition, puisqu'elle m'avait invité. Donc c'était un match super, et je suis content par contre que la France puisse avoir une médaille pour terminer, pour rentrer à la maison, d'autant plus que les Messines ont quand même fait pour la plupart une très belle compétition. Vous allez a priori un ou deux dossiers
Mais je suis content pour elle, ça aurait été quand même dur 2 fois d'affilée, puisqu'elle s'était subtilisée la médaille de bronze l'année dernière contre la Hongrie. À l'Euro, par Hongrie. À l'Euro, ça aurait été quand même, je pense, très très dur, même si d'un côté, voilà, j'aurais bien aimé que ces équipes-là ne s'affrontent pas pour que Polman et Abing, entre autres, puissent aussi sortir par la grande porte avec une médaille. Mais la fête était réussie aux Pays-Bas, la compétition a été très très bien organisée, il y avait du monde et je pense que ça a suffi malgré tout à leur bonheur. Et on a le sentiment que ça a quand même bien mis le handball féminin en valeur, cette compétition. Ça a permis de faire avancer des choses. On parlait des médailles de l'équipe de France. Thibaut, on va observer un petit peu le bilan des médailles de cette équipe de France, all-time, on va dire, avec 13 compétitions, 10 médailles pour les Bleus là, sur ces dernières années. Mais d'une manière générale, on voit pas mal d'or, on voit pas mal d'argent, on voit quelques médailles de bronze également. Elle est très bien installée, cette équipe de France, désormais dans le Gotha mondial, avec des performances très régulières aujourd'hui. Oui, après on voit aussi que c'est des cycles, hein, sur quelques années, ça enchaîne. Ouais. Ça reste une nation qui compte, hein, dans le handball féminin et on souhaite maintenant que ça en repasse un petit peu plus sur des couleurs sur l'or, ça serait bien pour la suite. C'est la question qu'on pourrait se poser, mais j'ai peur de lancer un débat qui va durer une demi-heure. Mais finalement, est-ce qu'on peut se satisfaire du bronze pour l'équipe de France? Est-ce qu'on ne vise pas à chaque fois finalement le top 2 avec ces bleus? Je ne vais pas lancer le débat, n'y allez pas, ne commencez pas. Alors, ce que je sais, c'est en tout cas que l'équipe de France a célébré de la plus belle des manières. Elles étaient très heureuses, les joueuses, d'avoir obtenu cette médaille. Elles savent par quoi elles sont passées pour arriver là. Je vous propose de regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. On voit que c'était sincère. Regarde-nous, bang bang, bang bang, certaines ici, d'autres d'ailleurs, mais avec vous, bang bang, bang bang. Ok, ensemble de différence. Si le Guadeloupe est sur le Nigeria, notre pouvoir vient de la Côte d'Ivoire. Ensemble on écrira l'histoire. Algérie, Hongrie, Mali, Bretagne, Guadeloupe, Paris, on se retrouve tous à Paris. Paris, Paris, Paris. Regarde-nous. Bon, on reviendra à quelques peut-être répétitions avant la tournée. Il y a encore 2-3 choses à régler pour que tout soit parfait. Mais ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a quand même une très belle unité dans cette équipe, Maxime. On l'a dit, beaucoup de changements, des joueuses qui sont arrivées, des jeunes, des anciennes qui n'étaient pas dispo, etc. Et malgré tout, on arrive à cette équipe-là qui semble particulièrement unie et qui peut célébrer malgré tout son parcours. Oui, c'est vrai. Alors moi, je faisais partie un peu des pessimistes en début de compétition, avec notamment les joueuses qui manquaient. Beaucoup d'intégration finalement de jeunes joueuses dans cette équipe. Ils ont réussi vraiment à créer effectivement un bloc en fait, ce qui s'est montré d'ailleurs au match contre le Danemark, puisque juste avant le match contre les Pays-Bas, j'avais pas retrouvé l'image en fait de l'équipe de France. Ça a fait douter beaucoup de monde ce match. Ouais. Et finalement, après ce match de Danemark, j'ai fait « Oh, c'est quand même très intéressant ce qu'elle propose », même s'il y a des ajustements qui ont été faits sur le moment, quoi. Mais ça fait vraiment plaisir de les voir si heureuses parce qu'elles ont quand même beaucoup donné pour pouvoir obtenir cette médaille. Manu, il y a une joueuse dont on n'a pas encore parlé, en tout cas une nation dont on n'a pas encore parlé, c'est l'Allemagne, de Xenia Smith, qui allait décrocher l'argent. On peut être content pour Xenia d'avoir décroché cette performance-là. L'Allemagne l'attendait depuis extrêmement longtemps, finalement, ce retour un peu sur le premier plan dans le handball féminin. Oui, c'est sûr. Alors je pense que le mérite en revient aussi beaucoup à l'entraîneur, qui, je pense, fait partie des tout meilleurs, très très fin, très bonne relation avec les joueuses. Je pense qu'il y avait un plan de jeu très, très carré. À chaque fois que je voyais le match, je comprenais, ah oui, ça, il fait ça parce qu'il y a ça, il fait ça parce qu'il y a ça. J'ai jamais senti d'hésitation de leur part, les rotations étaient bien huilées, etc. Enfin, j'ai vraiment vécu leur match comme une symphonie avec des entrées, des sorties. J'ai toujours pu mettre du sens sur ce qui se passait, en fonction du rapport de force, du score, de égalité numérique, supériorité, inégalité, tout ça. Donc j'ai beaucoup apprécié. Et après, il y a des joueuses qui ont fait une compétition de bon niveau. Je pense à Katharina Filder au but, qui a quand même fait sa compétition. Je pense à Émilie Bolk-Vogel, qui a été plutôt bien. Il faisait 2 changements attaque-défense à chaque fois pour mettre Xenia, qui a fait une bonne organisation défensive. Et puis toutes celles qui ont pu rentrer au fur et à mesure ont apporté des choses assez intéressantes. Donc moi, j'ai beaucoup aimé la compétition de l'Allemagne, qui n'a jamais eu des matchs quand même trop faciles et qui s'en est toujours sorti avec la manière. Donc voilà. Et puis quand je vois leur demi-finale, tout orchestré de main de maître, elles ont toujours été devant quasiment 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Enfin, j'ai vraiment aimé leur compétition. Ouais.
C'est vrai que c'est une équipe qui a su se montrer là où on ne l'attendait pas forcément, en tout cas le grand public ne l'attendait pas comme ça, et qui a su faire quelque chose. Maintenant, il faudra confirmer pour la suite. Et puis derrière tout ça, il y a cette équipe un peu en spectre derrière, comme ça, c'est la Norvège qui était tout simplement imbattable sur ce mondial, qui termine à 14,3 buts de moyenne d'avance. Il y a seulement le Brésil et l'Allemagne qui ont réussi à la tenir en dessous de ça. Ça fait poser beaucoup de questions. Alors, elles vont avoir du renouvellement, puisqu'il y a des joueuses qui vont arrêter, mais on sent que c'est quand même une grande machine à titre. Mais on n'a pas à se plaindre. On a des joueuses qui sont plutôt pas mal, notamment une certaine joueuse qui a été nommée dans le set All-Star de la compétition. C'est Sarah Bouktit qui termine meilleur pivot. Là aussi, peut-être qu'en début de compétition, on ne l'attendait pas, peut-être au regard de ses précédentes prestations avec les Bleus, où on ne lui donnait pas tellement de temps de jeu, ou en tout cas pas des choses adaptées à ce qu'elle aspirait à faire. Et malgré tout, là voilà, dans le set mondial, qu'est-ce que tu en penses, Thibaut ? Pas surprenant déjà, je pense, dans un. T'es pas de ceux qui doutent de Sarah, toi. Bah non, forcément, non. Mais au-delà de ça, 9 buts en petite finale, 44 au total, si je dis pas de bêtises. Le statisticien en face, je me tourne vers le statisticien. Je pense qu'on en reparlera avec le coach là dans les minutes qui viennent, mais je pense que ça peut aussi être un déclic pour elle, parce que ça lui permet le fait qu'elle réussisse à faire en sélection ce qu'elle fait avec mes handball. Je pense que c'est ce qu'on voulait tous voir, justement. On a envie qu'elle s'installe dans cette équipe de France et qu'elle montre ce qu'elle montre à Metz depuis tant d'années, quoi. La question est ouverte, Manu. Est-ce que ça peut être un déclic pour Sarah, ou finalement, à Metz Handball, elle a toujours donné satisfaction, et des deux côtés du terrain de surcroît, là où en équipe de France, elle a été beaucoup plus en attaque? Oui, j'imagine pas que ça changera la fin de saison de Sarah, puisqu'elle était lancée avec nous dans des statistiques assez incroyables, et son impact sur le jeu, il est prédominant chez nous aujourd'hui dans le gain d'un résultat. Sa compétition, si je devais la résumer sur les 3 derniers matchs finalement, parce que c'est aussi à partir de la défaite contre les Pays-Bas que Sarah est revenue au premier plan, avec le quart de finale contre le Danemark, la demi, et puis c'est juste extraordinaire, quoi. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut contester le fait qu'elle soit dans le top 5 pivot mondial. Je pense que je ne mets pas beaucoup de monde à dos si je dis qu'elle est dans le top 3 mondial. Me concernant aujourd'hui, sa place dans le All-Star en pivot, il est mais plus que mérité. C'est-à-dire qu'elle est trouvable par tout le monde. Elle a une efficacité au tir qui est assez extraordinaire. Elle finit assez régulièrement à 8 sur 9, à 7 sur 8, etc. Donc c'est juste assez extraordinaire. Donc aujourd'hui, pour moi, Sarah est, je le crois, la pivot numéro 1. Elle est au moins en attaque, puisque c'est comme ça que Sébastien l'a utilisé sur la fin de la compétition, mais c'est d'un très 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 haut niveau, et puis dans tout, c'est-à-dire qu'elle est très vite exploitable et trouvable par ses partenaires proches, et puis quand il faut négocier le duel sur la gardienne, il y a une efficacité qui est juste incroyable. Donc voilà, pour moi, Sarah, c'est mon top 1 du moment. C'est vrai qu'on peut aussi le dire, Sarah avait obtenu cette même récompense chez les jeunes par deux fois dans des compétitions précédentes, ce qui prouve aussi sa courbe. On parlait du côté ascendant des choses. Sarah Bouktit, elle est sur une courbe ascendante depuis des années désormais, et c'est dur d'imaginer jusqu'où elle va s'arrêter. Elle est encore très jeune, elle a encore énormément de choses à montrer et à prouver. En tout cas, sur ce mondial, le bon point, c'est que personne n'est revenu avec une vilaine blessure, et c'est aussi ça l'enjeu de ces compétitions internationales, c'est que tout le monde revienne en bonne forme, et sûrement en plus, quand on considère les échéances qui arrivent au mois de janvier, qui vont être assez denses. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à une séquence un petit peu différente, c'est la séquence du parafeur, pour faire un petit point mercato. Et ces dernières semaines, on avait un petit peu fait le point sur les arrivées et départs au sein de l'effectif de Metz Handball. Pour rappel, Johanna Bunsen qui part à Odense, Lilou Pinta qui arrive à Metz Handball, Gabriela Morici qui arrive à Metz Handball, et Anne-Emmanuelle Augustine qui part à Dijon. C'est le bilan des transferts entre guillemets qui vont s'opérer et dont on a connaissance à ce jour. Forcément, il va encore se passer des choses. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la liste des joueuses qui sont en fin de contrat et non fixées sur leur sort officiellement. Il y a Xenia Smith, il y a Laura Godard, il y a Suzanne Vajoka et, certains l'avaient peut-être oublié, Mia Burkic aussi qui était prêtée. Manu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 4 situations, en tout cas, qu'on peut mettre en exergue, celles de Xenia, Laura, Suzanne et Mia? Alors pour aller assez vite sur ce que je maîtrise à l'instant T, Mia ne reviendra pas avec nous. Elle a demandé effectivement à prolonger l'aventure dans le club dans lequel nous l'avions prêtée, et on a accepté ça. Donc concrètement, elle va
elle ne renouvellera pas avec nous et elle est libre de s'engager dans le club de son choix, qui sera celui dans lequel elle avait été prêtée. Et l'une des raisons à ça, qui explique son choix, c'est elle est bien en Croatie, clairement. Elle est chez elle, c'est clairement. Et puis elle a été blessée très très lourdement aussi, Mia, et du coup elle ne s'imagine pas revenir dans un contexte de très 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 haut niveau. Et donc elle préfère être un petit peu plus patiente. Après, Laura, dans la continuité de ce qui se passe avec Suzanne et Chloé, du coup ne reprolongera pas l'aventure avec Metz Handball. Mais le deal était entendu de toute façon depuis un moment, mais on peut quand même souligner l'efficacité qui a été la sienne dans l'attente de la situation de Chloé, puisque à chaque fois qu'elle a eu du temps de jeu, elle était très loin d'être ridicule. Clairement, elle s'en est même plutôt bien sortie avec une adresse routière qui était, somme toute, relativement intéressante. Et après, il y a Ksenia, sauf erreur de ma part. Ksenia, il y a des discussions à venir, sauf qu'après, la difficulté, c'est qu'on sait aussi dans le contexte dans lequel elle est arrivée. Elle avait voulu signer 1 an à l'époque, un peu dans l'urgence, etc. Donc voilà, il n'y a rien de fixé à ce moment-là. Il y a des discussions. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas garder tout le monde clairement à chaque fois. Donc, il y a des discussions sur... Ce serait dur à gérer un effectif de 30 joueuses, non? Oui, ça serait dur. Non, mais surtout qu'elle est arrivée aussi... alors, un joker médical à l'époque de Manon Hérard, même si le poste n'était pas bien évidemment le même. Manon va revenir un jour, bien sûr. Et puis, il y a aussi Laura Philippe qui va revenir. Et donc, du coup, Ksenia est aussi arrivée en compensation de tout ça. Donc, l'idée, c'est que quand tout le monde revient, Chloé, Laura... On ne peut pas décemment se retrouver avec 16 ou 17 joueuses, donc ça fait aussi partie des desiderata de la structure. Donc il va falloir faire des choix aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'organise avec tout ça. Donc voilà, à l'instant T, je ne peux pas vous donner une réponse sur ni même une tendance, mais en tout cas, on ne peut pas garder tout le monde, ça c'est une évidence, puisqu'il y a des retours de gens et de joueuses qui étaient en congé maternité, qui vont bien sûr revenir un jour et qui sont, elles, encore sous contrat. Manu, moi j'ai une question un petit peu particulière, c'est aussi ça le handball aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des départs anticipés de joueuses qui sont a priori sous contrat actuellement? On sait qu'on entend parfois des petites rumeurs de joueuses qui seraient courtisées malgré le fait qu'elles aient signé avec Metz Handball. C'est des choses auxquelles on peut s'attendre aujourd'hui dans le handball français? Oui, dans le handball français, dans le handball messin, oui, complètement. Les situations sont jamais fixes à 100% et on apprend, nous, encore un petit peu tous les jours de tout ça. Donc, oui, complètement rester sur le qui-vive, parce que l'actualité Metz Handball, effectivement, elle va s'animer dans les temps à venir. Et voilà, c'est comme ça fait partie clairement de la vie d'un cycle, de la vie d'une carrière, certainement, et des choix que font les uns et les autres. Donc, voilà, je ne peux malheureusement que répondre par la positive à votre chère requête. On peut s'attendre à ce qu'il y ait à un moment donné une joueuse qui quitte Metz Handball malgré son contrat. Bon, j'imagine bien qu'on va pas avoir plus de fuites. Quoique Thierry Weisman a laissé entendre dans la presse qu'il y aurait une grosse annonce à la mi-décembre. Je crois qu'on a le 18. On a passé la mi-décembre. Hein. On est même le 19, Thibaut, tu te rends compte? 19. Oui, c'est sûr. Il y a eu pour rebondir sur la question précédente, des changements non imaginés, non anticipés. Si je dis non anticipé, on va se faire tomber dessus d'ici peu, mais en tout cas qu'on avait... Il n'est pas trop tard pour les réanticiper. Oui, c'est sûr. Non, mais qu'on n'avait peut-être pas forcément imaginé à ce moment-là. Donc du coup, la temporalité qui avait été fixée par le président s'est vue malheureusement contrainte d'être un tout petit peu décalée parce que des événements non prévus, potentiellement, nous tombent un petit peu dessus. Donc voilà, les choses avancent, prennent pas forcément le sens qu'on leur avait imaginé il y a quelque temps, mais en tout cas, voilà, ça va rentrer dans l'or assez rapidement. Et je pense que honnêtement, d'ici le 31-12, vous aurez toutes les infos. Mais voilà, il a fallu décaler certaines petites choses en conséquence de notre actualité aussi, quoi. Et les choses ne sont malheureusement pas tout le temps un long fleuve tranquille. Et puis des fois, il y a des petits coups qui arrivent à droite à gauche et sur lesquels il faut essayer de rebondir. Monsieur, vous avez compris, il faudra rester connecté jusqu'au 31 décembre pour voir un peu ce qui peut être annoncé de part et d'autre. Alors, il y a une question que tout le monde a sur les lèvres. C'est vrai que moi, j'ai échangé avec les supporters hier et ils me la posaient tous, ils la mettaient un peu tous sur le tapis. Est-ce que tu l'as, toi, cette question que tout le monde a sur les lèvres, Maxime? Je te jette au feu, là, comme ça. Est-ce que Manu re-signe cette année? Ah, c'est celle-là, oui, c'est vrai. Tout le monde la pose, tout le monde se demande. Alors, Manu... C'est pareil, l'actualité des... On avait l'ambition avec le président d'avancer un peu plus vite sur ce sujet-là. Et puis, voilà, désolé, je reviens du coup sur la deuxième question en amont, mais cette actualité-là a bouleversé un tout petit peu mes plans, nos plans et la façon dont on avait envie de construire les choses avec le président sur la fin d'année
notamment. Donc c'est pareil, le 31-12, je crois vraiment que toutes les annonces seront faites. On veut juste les faire dans l'ordre, dans le sens tel qu'on les avait imaginés au début. Et donc, voilà. Là, je pense qu'il y a... Je ne sais pas quand est-ce que Thierry a annoncé l'arrivée prévue pour mi-décembre. Il a annoncé mi-décembre, mais c'est très vague en l'occurrence. Non, mais je pense qu'il était vraiment parti sur un mi-décembre. Même aller au bout, je crois que c'était mardi initialement que c'était prévu. Donc, on est... Vendredi. Voilà, donc c'était il y a 2-3 jours. Qu'on aurait dû sortir l'info. Et puis finalement, les événements ont fait qu'il a fallu décaler tout ça d'une semaine à 10 jours vraisemblablement. On peut imaginer que ça bouge beaucoup en coulisses, forcément. C'est la période aussi, souvent avant ou après les compétitions internationales, ça peut bouger. Thibaut, toi, tu as une joueuse dans ta liste au Père Noël que tu veux voir signer à Metz Handball cette année, ou c'est le moment de la glisser à Manu Non, sincèrement, pas. L'idéal, ça serait que qu'on arrive à conserver la plupart de nos joueuses. Après, la réalité économique, la réalité du club depuis que Manu est là, même depuis avant, fait qu'il y a un chamboulement qui se fait d'année en année. Moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup que Xenia continue à Metz, même si voilà, le coach a exprimé, on a très bien compris ce qu'il vient d'expliquer. Forcément. Alors Thibaut, je vois que l'horloge tourne un petit peu, on va bientôt devoir te libérer, donc je te mets un petit peu sur le feu d'une dernière question. On l'a dit, ça fait 10 ans toi aussi que tu es à Metz Handball, ça fait 10 ans que Manu est présent à Metz Handball. Est-ce qu'il y a un événement, un moment particulier qui t'a marqué sur ces 10 années ? Déjà, je voudrais remercier le club. J'en profite, Mathieu. C'est ton moment, vas-y. Je remercie le club, je remercie le président, Thierry Weisman, le coach aussi, parce que ça fait partie des gens que je côtoie forcément à chaque fois, à chaque match. Le moment qui me revient tout de suite en tête, c'était la victoire contre le Vardar aux arènes, où j'étais une partie bord terrain et une partie en tribune. Et où on avait pris, le club avait pris une amende parce que voilà, je prenais un petit peu trop parti, on va dire. J'avais un petit peu trop encouragé les Dragons. Je mettais un petit peu trop d'ambiance dans les arènes. Et je me rappellerai toujours d'ambiance dans les arènes, ça n'existe pas. Ça. Je me rappellerai toujours de Manu qui m'avait dit quelques jours après, des amendes comme ça, tu peux en prendre à tous les matchs. Et du coup, je m'étais dit bon voilà, on est bien. Bon Thibaut, je vais te laisser nous quitter sur un dossier. J'ai une image Thibaut Pigeon d'archives qui traîne dans nos serveurs, parce qu'effectivement j'ai fouillé un petit peu les archives et j'ai une image d'un bébé Thibaut Pigeon qui était aux arènes derrière Nina Canto, qui donnait la dernière interview de sa carrière de joueuse. Et qu'est-ce qu'on va passer à droite ? Est-ce que vous l'avez bien vu ? C'est pas moi. Là, il venait de le signer pour 10 ans avec le président. Là. Ouais, c'est le moment où il a signé pour 10 ans. On part pour 10. Ouais. Donc voilà, il fallait cette petite archive. Je l'ai mangé entre-temps. Ouais. Et au passage, Nina, je suis désolé pour la capture d'écran, c'est pas flatteur non plus pour toi, mais bon, voilà, il fallait qu'on y passe. Merci beaucoup Thibaut. C'était un plaisir. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous, et j'en profite pour saluer aussi tous les supporters de Metz Handball qui sont devant la télé ce soir. Et une petite pensée aussi pour Léa Guillou, chargée de com du club, qui s'est blessée au genou assez gravement. Donc voilà, je l'embrasse et à bientôt. Le handball est un sport dangereux. Merci Thibaut, bonne fête à toi aussi. Et pendant que tu nous quittes, je vais rappeler rapidement le calendrier qui attend Metz Handball en janvier, parce qu'il va être très 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 dense ce calendrier. Metz Handball va passer par des étapes un peu clés de la saison. Il faudra se déplacer au Rhenus de Strasbourg pour démarrer la saison. Il faudra bien avoir digéré le foie gras à ce moment-là. Il y aura la réception de Dijon le 7, le premier match de 2026 aux arènes. Ensuite, c'est Győr qui se présentera aux arènes. Il y a un rendez-vous le 14 à la Brest Arena. Quand on parle d'enchaînement de matchs, c'est pas mal. C'est un petit enchaînement Győr-Brest. Il y a la réception de Storhamar, un déplacement à Buduknost, et enfin la réception de Besançon. Plus dense que ça, comme mois de janvier, je pense qu'on ne pouvait pas le faire. Maxime, tu as noté quoi toi dans ton agenda ? C'est lequel le plus important dans tous ces matchs ? Déjà, quel programme, parce qu'il y a beaucoup de matchs à voir à l'extérieur et à domicile. Forcément, ça sera Győr à domicile que j'ai très très hâte. Ouais. Et bien sûr Brest, puisque c'est vraiment notre adversaire le plus dense en France. Donc,
On a hâte de voir ça. Alors, quand on aime le handball, on va faire prendre plaisir à aller aux arènes ou à regarder les matchs à la maison, mais quand on est coach de handball, on va pas beaucoup dormir là, Manu. Il y a quand même des échéances importantes là. Ben d'abord, mon match le plus important de janvier, à moi, c'est Strasbourg. Ça commence par là. Bien sûr. Et après, on verra pour Dijon si on passe Strasbourg, et puis on verra pour Győr si on passe les 2 premiers. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rock'n'roll. Hein. Ça enchaîne avec une énorme densité, 4, 7, 10, 14, 17. Avec des matchs effectivement en jeu. Je rigole à moitié pour Strasbourg, parce que ça va être là-bas. Il faut vite se lancer, mais à défaut en plus de gagner. On a souvenir d'un match là-bas qui n'a pas été simple, hein. On peut se faire prendre au piège. Oui, il y a 2 ans. Mais un match qu'il faut gagner, puis il faut gagner de la meilleure des façons possibles, sans bobo, avec une image positive, pour que derrière on puisse surfer, enchaîner sur Dijon, et puis derrière. Donc c'est quand même assez fou. C'est ce qui fait qu'on a fixé la reprise au 27, avec 2 séances le 27, 28, 29, bref. Et puis on va s'entraîner le 31 et puis le 1. Enfin, c'est le sport de très très haut niveau aussi. Je veux dire, moi j'adorerais rester chez moi dans le sud-ouest et puis laisser le 31, le 1 et le 2. Bon, tu joues le 4 et puis à défaut de jouer le 4, des fois j'aime à dire aux filles, on ne se prépare pas aussi que pour le premier match, quoi. Parce que des fois on me dit, mais c'est que Strasbourg. Non, mais on s'en fout en fait de tout ça. C'est que derrière il y a plein de choses et qu'il faut préparer les corps aussi pour tout le mois de janvier. Donc il y a un programme aussi entre les 2 fêtes qui est quand même relativement dense, mais c'est la conséquence juste de notre ambition, c'est tout. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, observateur, supporter, on voit forcément ces gros matchs contre Győr. Győr, ça va être un combat de coq. Brest, ça va être une guerre de clochers. C'est sacré clocher quand même. Ouais, des énormes clochers très éloignés, mais c'est les 2 matchs les plus, on va dire, les plus excitants du calendrier. Mais d'un point de vue, pour répondre à ta toute première question, peut-être dans ces 2 matchs, le match le plus important, c'est Brest, parce que très factuellement, en championnat de France, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est aussi pour ça que Manu faisait référence au déplacement à Strasbourg. Il y a Dijon aussi qui va venir 3 jours après. Ça va être aussi un très beau match de handball. Il faut vraiment les aborder de la meilleure des manières pour se lancer dans ce mois de janvier qui est toujours très dense habituellement. Je vais utiliser des mots que j'ai souvent entendus dans la bouche d'Emmanuel Mayonade. On ne gagne pas le championnat, on ne gagne pas la saison au mois de janvier. Malgré tout, je pense que si on passe à travers du mois de janvier, ça va être dur de gagner grand-chose. Donc ça va être un mois palpitant. Je vous propose qu'on remballe cette séquence parapheur et projection sur le mois prochain, le mois de janvier, pour aller à notre prochaine partie. Ce sont les jets de 7 mètres. Et cette séquence des jets de 7 mètres, elle va être un peu spéciale cette fois-ci, puisqu'elle est un petit peu dédiée aux 10 ans d'Emmanuel Mayonade à la tête des Dragons. Une étape qui a été franchie au choix. Après, c'est vous qui choisissez le 11 décembre avec l'officialisation, Manu, de ta signature à Metz, ou le 26, la date où tu poses pour la première fois les pieds en Moselle, où tu découvres la météo hivernale mosellane. On a pu lire dans quelques articles par le passé. Ça fait quoi finalement d'avoir validé une décennie à la tête de cette équipe? J'imagine que la première fois que tu mets les pieds ici, tu t'y attends pas forcément à rester 10 ans. Oui, c'est assez fou. Alors j'en rigole parfois avec le président, ou en tout cas factuellement, les choses elles sont assez quand même folles parce que, sauf faire de ma part, Thierry a 2 décennies à la tête du club. Et je pense qu'il y avait eu 5 entraîneurs en 10 ans avant moi et pour le coup un seul sur les 10 années d'après. Donc c'est assez marrant. Moi je suis fier de ça. Je l'ai dit, dans les 10 ans il y a eu de très gros coups durs. Les matchs perdus parfois, le décès de mon papy qui aurait pu à un moment me mener à rester définitivement chez moi parce que ça a été très très dur et trop dur, quoi. Et puis en fait j'ai trouvé une famille ici, quoi, clairement. J'étais content de prendre le train, de revenir et de voir le président en sortant du train suite au décès de mon papy. Donc je me dis c'est un signe, quoi. Donc voilà, je ne m'imaginais pas rester 10 ans par ici. J'avais signé 1 an et demi la première fois. Mon ambition, elle reste la même ici, c'est de jamais me sentir de trop, jamais sentir à un moment donné que le président a un choix à faire entre moi et puis 3-4 joueuses qui sont encore sous contrat et qui à un moment en auraient marre. Et c'est 99% du temps ce qui motive mon ambition et ma volonté de rester que d'un an. Je suis convaincu que l'équilibre reste fragile. Aujourd'hui, je pense m'entendre plutôt bien. Allez, je ne prends pas de risque avec 80% de l'équipe. Mais le jour où ce rapport il se réinverse et que je suis encore sous contrat et qu'en février ou mars, les filles elles disent « Thierry, on n'en peut plus, quoi, c'est trop ». J'ai envie de mettre personne sous pression. Je n'ai pas envie d'aller récupérer, gratter un billet à droite à gauche pour dire « Ah mais si, je suis encore sous contrat ».
On partira bons amis en février, si d'aventure, à un moment. Et même en novembre, je pourrais sentir qu'on est sur une trajectoire. Donc voilà, c'est ce qui fait que depuis le début, je n'ai signé quasiment, à part une fois, que des contrats d'un an. C'est parce que j'ai jamais voulu être de trop dans cette structure-là. J'ai toujours voulu avoir le sentiment d'avancer moi et de progresser, de sentir que je faisais progresser l'équipe, le club, les joueuses, et que ma relation avec le président n'était pas altérée par des éléments problématiques. Donc c'est des paramètres que je prends en considération, mais c'est presque que du bonheur. Il y a eu des moments qui ont été très 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 compliqués. Je l'ai raconté dans votre confrère du Républicain Lorrain l'autre jour, mais quand on perd FTC Budapest en quart de finale retour ici, c'est un énorme désastre pour moi. J'ai de la famille qui est là, on rentre à la maison, personne ne parle pendant 1 heure. C'est un moment qui est très 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 dur. Et puis... ça termine bien malgré tout. Je reçois un appel du président, ou de sa femme plus particulièrement, qui me dit écoute, on est à la maison, on est très très triste, on n'avance pas. Vous devez l'être de votre côté. C'est le cas, oui. Écoutez, venez à la maison, on sera ensemble, quoi. Et puis, l'un dans l'autre, une pizza, un ci, un là, on avance. Et c'est des choses qui comptent, même pour ma famille, de se dire, ok, on laisse notre frère, notre fils, machin. Il n'est pas seul. C'est quand même des moments qui sont fort appréciables. Donc voilà, Metz Handball, c'est une énorme famille. C'est ce que j'ai connu à Mios quand j'étais avec mon papy, mon tonton, mon papa, mes sœurs, qui jouait pour l'une des deux, mon papy qui m'a présidé, qui était mon chef, quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, savoir que je vis par procuration la même chose, etc., dans un contexte différent, c'est juste génial, quoi. C'est fort de pouvoir se dire que finalement cette étiquette de club familial qu'a Metz Handball, elle n'est pas galvaudée. Non, On la retrouve dans pas mal d'exemples comme celui-ci, d'anecdotes au fil des années. Et c'est tout à fait appréciable de pouvoir finalement se conforter là-dessus. Et c'est pas simplement un club de handball et un business, etc. C'est devenu une société, c'est plus une association, mais malgré tout, il y a vraiment ces choses-là qui se passent derrière. C'est porté par le président, vraiment, je le crois. Alors je vais trahir un secret, mais hier encore, il me dit, t'en penses quoi? J'ai envie de faire un cadeau de Noël aux filles. Qui le fait, quoi? Il m'a dit, je pense que ce serait sympa. Il y a un groupe super, etc. Je dis, écoute, tu feras ce que tu veux. Donc je pense qu'il va le faire. Alors je ne suis pas sûr que tous les joueurs regardent Dragon Mag. Vous ferez la surprise, les filles, si vous regardez. Voilà. La surprise. Mais c'est des choses qui comptent vraiment, vraiment, vraiment. Et je ne pense pas que cet aspect-là soit galvaudé. Donc effectivement, il le porte. Et ça se ressent, je pense, vraiment au quotidien. Avec le président, on se le dit, sur une décision qu'on prend sur 10, parfois, elle est portée peut-être par trop de sentimentalité, peut-être que des fois, elle nous dessert. Mais on est capable de se dire, OK, là, on a perdu quelque chose parce qu'on a été peut-être trop gentil. Mais regarde tout ce qu'on gagne aussi parce qu'on est capable d'avoir cette posture-là. Voilà, si on perd 1 fois sur 10, je ne parle pas d'un match, mais d'un dossier, d'une situation, si 9 fois sur 10, on s'en regrandit parce qu'on a fait preuve d'humanisme, alors le rapport, il est plutôt favorable, quoi. Alors je l'ai dit, pour tes 10 ans à la tête de l'équipe, je suis plongé un petit peu dans la boîte à archives de Moselle TV, en l'occurrence de Mirabel TV. J'ai des images de ta toute première apparition. C'était le 7 janvier 2016, une courte interview qui était diffusée dans l'émission Face à la presse, et avec Thierry Vergne comme invité. Et on voit déjà un certain Rémi Alézine sur les images. Et à l'époque, on n'a pas encore écumé toutes les blagues sur ton nom de famille. On regarde ça. Il n'y a rien eu de simple, mais voilà, après j'ai affaire à un groupe relativement... à l'écoute, discipliné, qui travaille bien, sans aucune ambiguïté. Donc on a conservé une partie du projet de jeu déjà existant, on a rajouté quelques petites choses au fur et à mesure. Et puis voilà, dans le quotidien, je me sens de fait plus à l'aise au fur et à mesure, dans la façon d'appréhender les choses et surtout les individus. Donc voilà, tout se passe relativement bien au Metz Handball aujourd'hui pour moi. Ça se passe relativement bien. Oui, on a l'impression même que c'est naturel, cette passation de pouvoir quelque part improvisée, puisque c'était pas prévu. Mais on a l'impression tout de suite que la mayonnaise, si je puis faire ce jeu de mots, c'est fait. Bon, on est tranquille. A bien pris les joueurs. on peut la rayer, elle est faite. Voilà. Même Nina Canto, d'ailleurs, qu'on a croisé hier, dit que les premiers contacts ont été très très bons. Ouais, bon, j'avais pas l'intention qu'on se brouille et qu'on fasse des œufs brouillés aussi rapidement que ça, de toute façon. Manu, c'est belle blague de fin sur l'aspect culinaire, mais surtout tes premières semaines à Metz. Là, ça faisait pas très très longtemps que tu étais arrivé. Quelle saveur ça a pu avoir ces premières semaines? Qu'est-ce que tu en gardes? Je me rappelle que très vite, je m'étais battu avec une idée. J'entendais assez régulièrement, oui, mais on a toujours fait comme ça. Et j'avais été heurté par cette idée-là parce que c'est tout ce que j'essaie de bagarrer au quotidien. Je veux dire, à un moment, on s'endort tous dans le confort et on s'endort tous dans ce qui nous avait permis d'exister avant.
par exemple, l'un des premiers sujets de discussion et de litige avec le président, ça a été traité nos entraînements du matin de match où, premier match, on joue contre Dijon, on s'entraîne le matin, on part après, on gagne sans trop bien jouer. Il m'a dit, tu sais, on n'a pas l'habitude de s'entraîner le matin, nous aussi, etc. Sauf que pour moi, ça me semblait inconcevable de jouer un match de très haut niveau à 20h le soir et de ne pas avoir un point de rendez-vous le matin pour faire de la vidéo, pour rester connecté avec le match. Donc, les premières semaines avaient été assez dures et assez éprouvantes pour moi. Le positionnement, trouver ma place avec des joueuses qui étaient pour la plupart internationales ou qui aspiraient à l'être ou qui étaient vraiment dans l'entre-deux. Donc ça n'avait pas été facile. Plusieurs fois dans le mois de janvier, je m'étais même dit, est-ce que c'est réellement pour moi ? Je m'étais reposé cette question-là une deuxième fois quand on avait perdu contre Fleury en Coupe de la Ligue, en demi-finale. Et je pense que le premier titre m'a libéré, c'était le 20e du club, donc il y avait plein de choses qui faisaient que. Et depuis ce moment-là, je pense que j'ai appris des choses avec plus de facilité, plus de légèreté, parce qu'il fallait un premier titre pour déverrouiller tout ça. Mais les premiers mois n'ont pas été faciles non plus, hein, parce que je faisais quand même une sacrée diagonale et que je pense que c'est le propre de l'homme, en tout cas, de toujours douter un petit peu de tout le monde. Mais je l'ai dit dans ma petite carrière, j'ai toujours vécu ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Amiens, 23 ans, on m'a dit qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire, quoi. Puis la première année se passe extraordinairement bien puisqu'on finit 3e. Et tout le monde dit après ça, oui, mais c'est sur la deuxième année qu'on va quand même le voir. La première, c'est facile, c'est les restes de son prédécesseur. La deuxième année se passe bien, 3e. Après, il y a l'union avec Bordeaux-Bègles où on dit oui, mais maintenant, il n'est plus dans son confort Miocé, comment ça va se passer? Puis ça ne se passe pas trop mal. Puis après, il y a Metz, on dit mais on va voir comment ça se passe, hein, quand même là, parce qu'il y a des pressions, il y a un président qui prend de la place, tout ça, et puis ça ne passe pas trop mal. Et puis il y a les Pays-Bas, pareil, on va voir, là, c'est une sélection, c'est pas pareil. Donc c'est tout le temps une énorme remise en question, même si j'attends pas les avis des uns et des autres pour rester concentré, avancer, et je sais les attentes, mais à la limite, plus que celles qu'on m'impose, c'est celle que moi je veux bien me mettre qui compte le plus. Donc voilà. Mais les premiers jours, premières semaines et premiers mois n'ont pas été de tout repos vraiment, quoi. C'est normal aussi, ça se comprend, mais justement à un moment où il n'y a pas eu de doute, etc., je pense que c'est le soir du premier titre où vraiment c'était une histoire de célébration. Et là aussi, j'ai quelques images, on regarde ça. On l'attendait avec impatience ce 20e titre. Regardez la joie de Nina Canto et de ses coéquipières au moment de lever ce magnifique trophée de championne de France. Tu l'as dit, Alicia, c'est le 20e. Et c'est un match très difficile face à Fleury. Le spectre de la saison blanche est définitivement éloigné. On écoute toutes les réactions, à commencer par celle du coach Emmanuel Mayonade au micro d'Anne-Sophie Pierson. Je vais pas dire que c'est le plus beau de l'histoire de Metz, pardon. Mais c'est mon plus beau titre de champion de France à moi. C'est incroyable. Et puis c'est le scénario de match qui nous pousse peut-être à cette exaltation à l'issue du coup de sifflet final, parce qu'on a été en difficulté, on a été en souffrance, il n'y a rien eu de simple. On est à -3. Et malgré tout, les filles ont eu le caractère pour revenir dans la partie, passer devant et gagner ce match-là. Et voilà, malgré tout, au courage, elles ont été capables d'aller chercher ce match-là. Elles ont répondu en équipe et c'est super. Manu, c'était le plus beau titre de champion de France que tu avais gagné, forcément, puisque c'était ton premier titre de champion de France. Il y en a eu quelques-uns depuis. C'est quel le plus beau? Celui-là peut-être, parce que c'est mon premier effectivement, que derrière il me permet quand même d'entrevoir les choses avec un petit peu plus de facilité, que ma famille était là, ce qui n'a pas toujours été le cas après. D'autant plus que celui-ci se joue quand même sur une forme play-off aussi, hein. Les deux premiers se jouent et se rejouent, etc. Donc on termine le premier de la saison régulière. On peut tout remettre en question sur un match. Complètement. Là, je veux dire, les derniers par exemple, il y a Brest 2 fois à jouer, il ne faut jamais se tromper. N'empêche qu'avant la fin, tu peux peut-être imaginer avoir une tendance. Là, effectivement, ça se joue à la fin. On perd en plus pendant un moment du match, donc on n'est plus champion à un moment. Et donc celui-là, puisque toute ma famille quasiment était venue sur ce rendez-vous-là, en minibus, je me rappelle très bien. Donc celui-là avait beaucoup compté. L'enchaînement de 3 consécutifs aussi, là, il est assez sympa, puisque il faut quand même qu'on se rappelle qu'on avait perdu contre Brest il y a X années, que le président, dans son état d'esprit caractéristique, avait dit au micro à Brest, voilà, profitez-en, parce que derrière, on ne perd plus. C'est un moment marquant. Il y a eu les 4 consécutifs, pardon, et Thierry avait dit attention parce qu'on perd un titre que tous les 5 ans. Et du coup, on a validé son projet puisqu'on a gagné les 4 d'après. Ouais. Donc cette année, là, effectivement, où on peut imaginer des choses. Mais quand on fait des grandes déclarations au milieu d'un stade, d'une équipe adverse, il faut les assumer derrière. Jusqu'ici, mais Sandball l'assume pas trop mal. Ouais, c'est sûr. Mais donc voilà, mais tous ont compté, tous ont eu une part, parce qu'ils ont été partagés avec certaines joueuses. Il y a eu des moments. Là, même avec, ne serait qu'avec Nina, j'ai pas d'histoire sportive énorme avec Nina, puisque je l'ai eu que 6 mois. Oui. Mais voilà, c'est pas ma personne, c'est le club, quoi. Et Nina arrêtant, ça aurait été quand même un peu fou aussi, avec des adieux qui étaient prévus, de ne pas gagner ça. Et puis après, il y a eu ceux avec les départs
l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, de filles où on ne pouvait pas non plus perdre aussi pour un dernier match, quand même très souvent à domicile. Donc voilà, tout soit un petit peu compté, mais le premier a peut-être une saveur un peu différente parce que c'était effectivement mon premier, le 20e du club, et puis que ma famille était là et que c'était un moment agréable, quoi. Tu as utilisé un mot particulier, c'est le mot saveur. Et justement, on ne parle pas assez de tes passions en dehors du handball. Et j'ai une séquence où Marion Bobon parle d'une de tes passions. On regarde ça. Alors, Marion, est-ce que toi, tu pourrais nous donner son plat préféré ? Son plat préféré, alors là, sans hésitation, c'est le cassoulet. C'est vraiment sa passion. Je lui en ai vu manger plein de fois. À chaque fois qu'on s'arrête dans une station-service, tout ça, direct, il va chercher du cassoulet. Il les aime avec les saucisses, les haricots, les flageolets. Voilà, ça, c'est sa passion. C'est quoi cette histoire de cassoulet ? Mais c'est Marion dans toute sa splendeur, c'est qu'on n'a jamais parlé de cassoulet, elle et moi, j'en ai jamais pris sur une autoroute, bien évidemment, j'en mange très peu. Personne ne va te juger. Hein. J'espère quand même, mais elle a juste voulu partir là-dedans et puis dire que c'était une énorme passion. Franchement, je dois manger un cassoulet tous les 5-6 ans, je ne sais même pas si sur les 10 dernières années, j'ai eu l'opportunité donc voilà. Par contre, on peut remplacer le cassoulet par le couscous. Que j'adore partager avec mon président, qui est, je pense, l'un de ses plats préférés, vraiment. Donc voilà, jamais de cassoulet, mais du couscous, oui, sans aucune hésitation, clairement. Ça, c'est le couscous, un des plats préférés des Français, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout le sujet du jour, d'ailleurs. On salue René Anne pour le point culinaire. René Anne, notre maquilleuse qui présente aussi l'émission culinaire de Moselle TV. J'ai une dernière séquence que je veux te montrer, Manu. Elle est peut-être accompagner d'une question un petit peu osée. On va regarder la vidéo et tu nous diras ce que tu en penses. Je crois que c'est cette exigence-là qui nous permet d'aspirer à tout ça. Tout le monde ne cesse de dire que Metz grandit un peu. Et je crois que je suis de plus en plus casse-couille. Mais voilà, donc du coup, pourvu que ça dure, je crois. Alors Manu, en 2020, tu nous dis que tu es de plus en plus, je cite, casse-couille. On en est où en 2026 ? Ça va ou ça s'est arrêté à un moment donné ou... Je pense que ça va mieux. Après, il y a des choses sur lesquelles je ne bouge pas. C'est l'exigence, le fait que quand on s'engage dans un projet, il faut qu'on s'y engage à fond. Mais je pense être capable aujourd'hui de faire preuve peut-être d'un tout petit peu plus de recul. Et il y a des choses que je vois parce que les filles le savent et le diraient. Je vois tout et j'arrive à me retrouver tout le temps dans des situations assez inconfortable pour elle. J'ai des exemples qui me reviennent en tête. Atadou, si tu m'entends. Elle vient bientôt à Metz, attention, on peut lui poser des questions. Voilà, il faudra le faire à ce moment-là. Mais j'ai une énorme exigence, mais que je m'impose à moi-même, vraiment. Et auquel cas, derrière, je ne peux pas imaginer que les collaborateurs, les joueuses, bien sûr, n'aspirent pas à avoir la même. Je n'ai pas de recette spéciale, mais je sais par contre, effectivement, qu'on travaille, qu'on aime ça. Mais aujourd'hui, je suis peut-être moins tatillon sur des choses que je peux ne pas maîtriser, effectivement, qui ne m'appartiennent pas beaucoup. Mais par contre, voilà, j'aspire à ce que quand on s'engage dans quelque chose, on le fasse à fond. Et des fois, j'aime à dire aux filles, quelle image tu as envie de renvoyer de toi aussi, quoi. Qu'est-ce que tu as envie que les autres joueuses elles pensent, que tu es une feignante, après ça parle, etc. C'est pas agréable, quoi. Donc voilà, on est lancé là-dedans, mais je pense que je le suis de moins en moins. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est encore de belles années de franchise au micro comme celui-là. C'était un moment un peu spécial. J'en aurais eu plein d'autres. Hein. Dans la boîte à archives, on a des choses assez sympas, mais on doit s'orienter vers la fin de cette émission. Manu, on signe pour les 10 prochaines années ou on fait comment ? Non, on signera pas. J'ai peut-être un contrat sous mes feuilles, mais... Si tu l'as là, je le signe. Ah. Eh bien non, trop tard. Du coup, non, assurément pour les 10 prochaines, puisque quoi qu'il arrive, je fais du plus 1, et vous avez entendu les raisons qui vont avec. Ouais. Les enjeux pour moi, honnêtement, c'est pas... le président, ça fait très longtemps qu'on n'est pas sur des considérations financières. Je me dis pas à chaque fois, tiens, je fais un, parce que comme ça, il y a ça qui arrive en plus, etc. On n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment juste par rapport à mon équilibre et le fait qu'à un moment, je ne veux pas lui demander de trancher entre... Voilà, il y a 4 cadres ou 5 qui sont au bout du bout parce que je ne peux pas. Je pense que c'est plus facile de trouver un entraîneur, honnêtement, en novembre ou décembre que 4 ou 5 joueuses de qualité quand on connaît les exigences et l'aspect financier qui est assez serré. Quand on a des joueuses, il ne faut pas les lâcher, quoi, clairement. Donc voilà, ça reste ma priorité. Donc voilà, je l'ai dit, l'avenir, là, les 10-12 prochains jours nous permettront d'en savoir beaucoup plus sur la saison à venir avec des annonces qui vont se faire, certaines pas réjouissantes du tout, d'autres énormément réjouissantes. Donc voilà, on va
rester fidèle à ce qu'on sait faire, garder le cap, sous le sapin en l'occurrence. Garder le cap tranquillement, continuer à travailler, ne pas s'inquiéter outre mesure et puis obtenir les résultats pour lesquels vous nous attendez. On va continuer à suivre tout ça. En tout cas, merci beaucoup Manu d'avoir été là. Merci à vous, messieurs, Arthur, Maxime, et puis Thibaut qui nous a quittés un peu prématurément parce qu'il avait des obligations. On se retrouve tous en janvier avec la même énergie, la même envie, et puis toujours plus de belles actus autour de Metz Handball. Merci de nous avoir suivis pendant cette année 2025. 2026 va être du même acabit, on en est certain. À très bientôt.